Cela fait 23 ans maintenant que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat très tôt. À l'époque, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je ne savais même pas que ça s'appelait entrepreneuriat. Je ne savais pas que ce que j'appelais s'appelait entrepreneuriat. Moi, à la base, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat beaucoup plus, tu vois, parce que j'étais à la recherche de sources de revenus complémentaires. Je devais avoir 14 ans quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je fabriquais des amuse-gueules et je revendais. Voilà. J'avais regroupé un groupe de filles et depuis lors, j'ai enchaîné plein de business. J'ai fait beaucoup de business jusqu'à aujourd'hui. J'en ai fait pratiquement toutes sortes de business. J'ai vendu à manger, j'ai créé des restaurants, créé service traiteur, j'ai fondé une ONG, j'ai créé un cabinet de formation, j'ai vendu des voitures, j'ai vendu des ordinateurs. Bref, je suis un pur produit du monde de l'entrepreneuriat. Je n'ai jamais été salarié dans ma vie. Et dans cette vidéo, je voudrais te partager mes 23 ans d'entrepreneuriat. Les leçons que j'ai apprises, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si je pourrais tout dire dans cette vidéo, mais je vais commencer. Voilà, je verrai où je m'arrête. Tu vois, je vais te partager ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'ai acquis dans l'entrepreneuriat en 23 ans d'entrepreneuriat. Si tu te demandes quel âge j'ai, écoute, j'ai 38 ans, j'aurai 38 ans le 3 octobre prochain. Donc, j'ai pas mal d'années sur la terre et donc, j'ai commencé très tôt l'entrepreneuriat. Et donc, je suis qualifié pour te dire ce que je vais te dire parce que j'ai quand même monté beaucoup de business successful. J'en ai échoué beaucoup aussi. Et c'est tout ça qui me permet aujourd'hui de te parler de business. Tu sais, la première chose que je voudrais te dire, c'est si tu veux être entrepreneur sans souffrir, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat. Être entrepreneur sans souffrir, sans galérer n'est que ruine de l'âme. Tu vois, il y a beaucoup de souffrance dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Il y a une illusion qu'on vend aux gens aujourd'hui et on leur dit, lance-toi dans l'entrepreneuriat pour être ton propre patron, tu vas te lever quand tu veux, tu vas faire les choses quand tu veux. Sur papier, c'est vrai. Idéalement, c'est vrai. Mais ce n'est qu'un aspect de la chose. Et cette vérité, cet état de choses n'est pas forcément vrai au début. C'est à un certain moment d'évolution dans ton business que ça peut arriver, tu vois. Et ne te fais pas d'illusions. Derrière ce semblant de liberté, il y a beaucoup de souffrance derrière. Moi, j'en ai noté, de par mon parcours, j'en ai noté 5. Déjà, il y a la solitude. Tu sais, il y a ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneuriat. Quand tu es entrepreneur, généralement, tu es incompris. Tes décisions sont incomprises, tes choix sont incompris, ta vision est incomprise. Où est-ce que tu vas? C'est incompris. Et généralement, tu es le seul à comprendre ce que tu fais. Tu vois? Et tu es le seul à comprendre dans quel délit tu es. Tu es seul. Tu peux avoir un conjoint, tu peux avoir de la famille, tu peux avoir des gens autour de toi, mais ils ne te comprennent pas. Ils ne te comprennent pas parce qu'ils sont mauvais, méchants forcément, mais ils ne te comprennent pas. Et tu es seul, tu peux être bien entouré, tu es senti seul. Comprends que la solitude est le lot quotidien de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est le type de personne qui peut se fermer dans la chambre, taffer pendant des jours. Mais c'est en fait, faut t'apprêter à la solitude. C'est un parcours solitaire, tu vois. C'est un parcours solitaire. Généralement, tu n'es pas compris du tout, surtout à tes débuts, tes choix, ton comportement, tes changements. Tu n'es pas compris. Mais avec le temps, les gens finissent toujours par se rallier. Donc, il y a la solitude. Il y a aussi l'insécurité. C'est pour ça, moi, j'estime aujourd'hui que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde parce que c'est un monde d'insécurité permanente. C'est-à-dire que à la fin, surtout quand tu as tes débuts, c'est-à-dire au début du mois, tu ne sais jamais
Tout ce que tu peux faire, c'est des prévisions. Tu as des prévisions de rentrée. Mais les prévisions ne sont pas une certitude de rentrée. L'entrepreneuriat, c'est un monde profondément insécure et insécure. Donc, si tu es quelqu'un qui aime la sécurité, tu veux quand même avoir une garantie de revenus chaque mois, quoi que tu fasses. L'entrepreneuriat, elle n'est pas faite pour toi. C'est un monde où tu te lèves, tu peux te lever avec des millions le matin et te coucher avec zéro. Zéro, mais littéralement zéro. Tu peux te lever avec zéro et devenir millionnaire du jour au lendemain. Rien n'est sûr. Rien n'est certain. Même quand un client te fait une promesse qu'il va acheter, tant que tu n'as pas l'argent dans la main, tu ne peux pas faire des programmes dessus parce qu'à tout moment, tout peut changer, tout peut capoter. Donc, la deuxième souffrance de l'entrepreneur, c'est ce que j'appelle l'insécurité. Et la troisième souffrance, c'est la méfiance. Tu sais, nous sommes dans un environnement aujourd'hui où quand tu es entrepreneur, les gens vantent les louanges des entrepreneurs. Les gens chantent l'entrepreneuriat. On encourage beaucoup de jeunes, les gens à devenir entrepreneurs, mais la vérité, c'est que notre société déteste profondément les entrepreneurs. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est une prise de risque. Être entrepreneur, c'est prendre beaucoup de risques, c'est faire des promesses aux gens. Et des fois, tu peux faire des promesses et ça ne va pas se passer tel que tu pensais, tu vois. Et surtout, et ça peut créer de la méfiance autour de toi. Les gens, surtout quand tu as des débuts, les gens voudront que tu fasses tes preuves. Les gens voudront que tu fasses les choses. Tu démontres de quoi tu es capable avant qu'ils ne te fassent confiance. Et ça peut blesser des fois, tu vois. Ça peut frustrer parce que tu sais que tu as de la valeur à apporter. Tu as quelque chose de concret, de bien à apporter. Mais tu n'as pas ce qu'on appelle la preuve sociale au début. Tu n'as pas de quoi prouver aux gens que toi, tu es bien, tu vois. Et donc, les gens vont se méfier de toi. Et la méfiance, c'est le lot quotidien de l'entrepreneur. La quatrième souffrance, c'est le sacrifice familial. Les personnes qui souffrent le plus de ton statut d'entrepreneur, les personnes qui souffrent le plus quand tu es entrepreneur, c'est les gens de ta famille. Ta femme, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes parents, tes amis, les gens qui sont proches de toi, ce sont les gens qui souffrent souvent de ta vie d'entrepreneur. Parce que c'est des gens, parce qu'ils sont proches de toi, ils ont déjà un certain vécu avec toi et c'est sur eux que tu vas déverser tes frustrations, c'est sur eux que tu vas déverser ton mécontentement, c'est sur eux que tout va se répercuter en fait. Tu fais un prêt, tu n'arrives pas à payer, on peut venir saisir les biens de tes proches, on peut venir prendre ce qu'ils ont. Et si demain, par mégarde, tu fais une erreur et ton nom est sali, ce sont tes proches qui ressentent ça en premier parce que le fait qu'ils soient tes proches fait que ton image est associée à eux, tu vois. Et donc, sans faire exprès, tu peux leur faire du mal. Et la cinquième souffrance de l'entrepreneur, c'est ce que j'appelle le sacrifice financier. Tu sais, l'entrepreneur, c'est celui qui dépense tout le temps son argent. Si tu n'es pas prêt à investir toi-même financièrement dans ton entreprise, plus que tout le monde, ne deviens pas entrepreneur. Parce qu'on ne t'a pas forcé à devenir entrepreneur. C'est ton projet. Tu dois être le premier, le seul ou le dernier à croire en ton projet. Tu dois être le premier et le dernier à croire en ton projet. Tu dois croire en ton projet plus que tout le monde. Et à partir du moment où tu crois en ton projet plus que tout le monde, tu dois être prêt à t'investir financièrement plus que tout le monde. Donc, la première leçon que je voudrais partager avec toi, c'est que le parcours de l'entrepreneur, c'est la traversée du désert. C'est la traversée du désert. Il y a une grosse partie de traversée du désert dedans. Et il y a beaucoup de souffrance quand tu es entrepreneur. La deuxième chose que j'ai appris de mon parcours d'entrepreneur, c'est qu'on ne démarre pas un business sur la base d'une idée.
tu ne peux pas te lancer dans le business sur la base d'une idée. Une idée, les idées, tu en as plusieurs par jour. Les idées, ça va et ça vient. Par contre, tu dois tu ne démarres pas ton business parce que, waouh, j'ai une idée. Les idées, ça ne vaut rien, tu vois. Par contre, tu démarres ton business, d'abord, tu bases ça sur une compétence ou plusieurs compétences. Parce que quand tu démarres ton business, parce que tu as des compétences ou une compétence que tu veux mettre sur le marché, tu veux utiliser pour servir les gens, c'est cette compétence qui va te permettre de bâtir un business durable. Après, les idées viennent pour enrichir la compétence, tu vois. Les idées viennent pour te permettre de structurer la compétence, mais l'élément fondamental, c'est d'abord les compétences. Si par exemple, je veux, alors après, on peut acheter les compétences d'autres personnes. Mais encore une fois, la capacité à acheter les compétences, c'est aussi une compétence. Tu vois, tu peux par exemple, si moi aujourd'hui, je veux ouvrir par exemple une agence de montage vidéo, je ne sais pas faire du montage vidéo. Et donc, qu'est-ce que je dois faire normalement? Je dois aller me former en montage vidéo pour apprendre à monter, à devenir monteur vidéo. Certes, je peux recruter des monteurs vidéo, mais je vais devoir mettre en avant mes compétences de vente, de marketing pour pouvoir attirer des clients et donner ça à mes développeurs. Donc, tu dois toujours baser ton business sur la base d'une compétence. Les idées viennent après pour faire développer la boîte. En fait, pour développer une boîte, il faut plusieurs idées. Plusieurs idées en comptable, plusieurs idées en produit, plusieurs idées en marketing, plusieurs idées, etc. Tu vois? Et c'est important. Il faut aussi, troisième conseil, il faut éviter de faire des prêts à tes débuts. Un business où tu te sens obligé de prêter, d'emprunter de l'argent pour démarrer, franchement, ce n'est pas une bonne idée. Tu vois, parce que quand tu veux démarrer, tu es dans une phase d'expérimentation, tu ne sais pas si le business va marcher ou pas. Donc, tu ne peux pas te permettre d'aller faire un prêt sur un truc hypothétique. Tu peux faire un prêt parce que le business commence pas à grandir, les gens commencent pas à affluer. Tu veux acquérir maintenant du matériel, tu veux acquérir un siège, tu veux acquérir du personnel. Mais quand tu es au début, évite d'emprunter de l'argent pour lancer ton business. C'est vraiment pas un bon conseil que je te donne. Si par exemple, tu estimes qu'il te faut forcément emprunter de l'argent, fais ce qu'on appelle divise ton projet. Pose-toi la question. Par quel bout tu peux commencer le projet et sans nécessairement dépenser de l'argent au début. Pose-toi la question, ce que tu veux fabriquer, qui le fabrique déjà, qui conçoit déjà, qui fabrique déjà le produit. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu vas voir la personne, tu négocies une marge avec la personne et toi, tu te mets comme un intermédiaire, tu lui apportes des clients, tu prends ta commission ou ta marge et c'est comme ça. Et donc, ça te permet comme ça de te constituer déjà une base de clientèle, tu vois. Et lorsque tu auras développé bien ta clientèle, tu auras suffisamment de capital, tu peux te lancer maintenant dans la production. Mais peu importe le business, je peux te dire exactement, peu importe le business, par quel bout tu peux commencer pour te faire beaucoup d'argent sans investir quasiment 0 francs au début ou sans investir grande chose. Tu vois, aujourd'hui, à l'aide du digital, c'est facile de lancer un business sans faire un prêt, tu vois. Et ça m'amène au conseil suivant. L'une des choses qui te permet de lancer un business sans faire un prêt, c'est que tu dois apprendre, dans la nouvelle économie où nous sommes aujourd'hui, tu dois apprendre à vendre un produit avant de le fabriquer. Tu dois apprendre à vendre ton produit avant de le fabriquer. Dans la nouvelle économie,
on ne fabrique pas le produit avant de chercher qui va acheter. Non. On s'assure d'abord de trouver des acheteurs avant d'aller le fabriquer. Il y a une expression qui dit qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En entrepreneuriat, c'est une expression qui ne marche pas. En entrepreneuriat, on ne peut pas prendre le risque d'aller tuer un ours sans s'assurer qu'il y a quelqu'un qui est prêt à l'acheter. Donc, tu dois apprendre à vendre avant d'aller fabriquer. Par exemple, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais lancer une formation, je vais sur Canva, je fais le montage de la fiche, je crée, je mets en place une série de posts, je fais de la publicité, je communique énormément autour de ça. Je me donne généralement 20 jours pour communiquer à fond sur mon programme de formation. À la fin, à la limite, je peux créer une landing page, une page de vente. Ça me prend généralement une journée maximum. Et je communique. Tu vois, je ne me casse pas la tête pour aller fabriquer le produit. Non, j'ai le thème, j'ai le plan, je commence par communiquer. Au bout de 20 jours, si les premiers jours, au bout de 10 ou 15 jours, si je me rends compte que j'ai suffisamment de participants, je vais maintenant commencer par travailler sur la formation. Mais si je n'ai pas de participants, je n'ai pas d'inscrits, j'estime que cette formation n'intéresse pas mon public, elle n'intéresse pas ma cible et je passe à autre chose. Même chose quand je veux écrire un livre. Pareil, quand peu importe le produit ou le service que je veux lancer, tout ce que je fais, je travaille d'abord sur la maquette, sur le visuel. Je travaille sur la page de vente, je travaille sur les posts de vente, les publications de vente et tout. Et qu'est-ce que je fais? Je commence la communication autour. Donc aujourd'hui, tu dois apprendre à vendre avant de, peu importe ce que tu veux faire. Moi, je voulais créer une école dans ce pays. J'ai créé une page Facebook. J'ai commencé par communiquer. J'ai fait de la publicité, je partageais dans les groupes et tout. Et c'est avec les premiers inscrits que je suis allé payer le loyer, l'avance et la caution pour le bail du local avec les 10 premiers clients. La preuve, c'est la veille du démarrage des coûts que j'ai payé. Et comment j'ai fait pour convaincre les gens? Eh bien, j'ai appris la vente, j'ai appris la persuasion et j'ai convaincu les gens de me payer sans me voir. Ils m'ont payé en ligne ou certains on s'est vu dans des hôtels, d'autres on s'est vu à des endroits. Je les ai convaincus. En fait, ils m'ont payé, tu vois. Donc, tu dois apprendre à vendre avant de pouvoir fabriquer. Tu dois apprendre aussi à documenter tout ce que tu fais à travers un manuel de procédure. Tu sais, l'un des meilleurs moyens aujourd'hui de déléguer aujourd'hui, parce que quand tu recrutes un employé aujourd'hui, rien ne dit que l'employé va rester avec toi ad vitam éternellement, tu vois. À un moment, les employés partent en fonction de leur intérêt. Donc, à partir du moment où tu comprends ça, tu ne dois pas te permettre de former à chaque fois un nouvel employé que tu recrutes. Et donc, c'est là qu'interviennent les manuels de procédure. Ou quand tu as un prestataire avec qui tu veux travailler, tu ne vas pas te permettre de chaque fois les former, etc. Donc, quand tu recrutes quelqu'un, tu as déjà un manuel de procédure dans chaque domaine. C'est pour ça que je te parle de documenter. Donc, tu dois documenter tout ce que tu fais. Que ce soit, par exemple, moi, dans mon domaine, au niveau des montages vidéo, au niveau de la rédaction des scripts pour mes vidéos, au niveau de la mise en ligne, au niveau de la rédaction de mes posts, au niveau de mes coachings, tout ce que je veux, tout ce que je fais dans mon business, je dois créer un manuel de procédure. Donc, tu crées un manuel de procédure, ce qui fait que chaque fois que tu prends quelqu'un, tu travailles avec quelqu'un, tu n'as qu'à lui envoyer juste le manuel de procédure. Il sait étape par étape, même le plus quand tu le recrutes, il sait étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir vendre et pour pouvoir produire des résultats. Il faut faire A, il faut faire B, il faut faire C pour produire du résultat. C'est comme ça que les franchises fonctionnent. Les McDo, les KFC, etc. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils structurent leur business en matière de manuel de procédure. Et ça leur permet de pouvoir documenter tout ce qu'ils font dans leur business
Et ça leur permet d'aller vite. Peu importe le McDo qui se crée, automatiquement, ils savent comment les choses se font et ça va vite. Tu vois. Ensuite, quand tu veux te lancer dans le business tout nouvellement, ou quand tu veux lancer un business tout nouvellement, un nouveau business, un nouveau service, donne-toi un objectif de 90 jours pour travailler à fond dans ton business et avoir tes premiers clients. Moi, par exemple, quand je veux lancer un nouveau produit, un nouveau service, je me donne toujours 90 jours. Pendant 90 jours, je me coupe pratiquement de tout, surtout quand c'est un méga projet pour moi. Je travaille à fond sur le business, sur ce produit, sur ce service pour le développer, avoir mes premiers clients. Et si tu n'as aucun client au bout de 90 jours, passe à autre chose. Tu laisses tomber, tu auras perdu quoi? 90 jours, mais tu n'auras pas perdu en fait. Tu auras gagné de l'expérience pendant 90 jours. Tu auras appris beaucoup de choses pendant 90 jours et tu auras développé aussi des compétences pendant 90 jours. S'il faut que pendant les 90 jours, tu quittes ton environnement, fais-le. Mais en fait, déconnecte-toi, pas forcément physiquement, mais ça peut être virtuellement aussi. Et concentre-toi uniquement sur ton nouveau business pendant 90 jours. C'est hyper important. Il faut éviter, c'est ça que moi j'appelle la méthode des 90 jours. Quand tu veux te lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau service, un nouveau business, concentre-toi, sois focus uniquement sur ça pendant 90 jours. Tu verras comment ça va te sauver, mon gars. Il faut aussi éviter, alors ça c'est ce conseil, c'est pour les débutants, ce que j'appelle les first time entrepreneurs. Les personnes qui débutent dans le business. Quand tu débutes dans le business, quand tu es débutant, il faut éviter de suivre ta passion. Il faut éviter de choisir un business sur la base de ta passion. C'est-à-dire que le premier critère pour choisir ton business ne doit pas être ta passion. Je sais, ça va à l'encontre de tout ce qu'on te dit sur les réseaux. Mais écoute-moi, j'ai de l'expérience et je te parle. Ne te base jamais sur ta passion quand tu es au début. Démarrer un business sur la base de sa passion, c'est un luxe qui n'est pas donné à n'importe qui. Démarre d'abord, trouve un domaine, quelque chose qui marche. Qui marche, ça veut dire quoi? Quelque chose dans lequel les gens dépensent déjà leur argent. Forme-toi dedans. Lance-toi en élevant le niveau de qualité de service. Donc, trouve quelque chose que les gens font déjà, qui marche très bien, dans lequel les gens investissent, les gens mettent de l'argent. Trouve ce que les gens ne font pas, tes concurrents ne font pas bien. Lance-toi en élevant la qualité de service, en donnant aux gens ce qu'ils veulent chez les autres concurrents qui n'ont pas eu. Lance-toi dans un business qui marche. Quand tu auras accumulé suffisamment d'expérience et d'argent, tu peux te lancer maintenant dans le business de ta passion. Il peut arriver que le business rentable que tu trouves devienne finalement ta passion, devienne en fait il peut arriver que le business dans lequel tu te lances soit en même temps ta passion. Ça, c'est un jackpot. Ça, c'est un luxe qui n'est pas acquis, qui n'arrive pas à tout le monde. Mais fondamentalement, lance-toi dans quelque chose qui marche. Vraiment, si j'ai un conseil important à te donner, lance-toi dans quelque chose qui marche. Forme-toi. Aujourd'hui, tu peux te former dans n'importe quel domaine, mais vraiment en 24 heures, 48 heures ou en maximum un mois et tu peux devenir très bon dedans. Tu vois, il suffit juste de pratiquer pendant plusieurs heures et tu peux être bon dedans. Donc, ne suis pas ta passion au départ. Tu vois, ne suis pas ta passion au départ. Autre chose, mets Dieu au centre de tout ce que tu fais. Mets Dieu au centre de tout ce que tu fais. Dieu est le créateur. Tu sais, il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là. Mais tu sais, le monde est composé de deux entités.
on a le visible et l'invisible. Tu vois, tout ce que nous voyons, tout ce qui est visible n'est pas vrai, n'est pas durable. C'est toujours l'invisible qui domine sur le visible. La preuve, la respiration, notre respiration aujourd'hui. Est-ce que tu vois l'air que tu respires? Non, mais si tu rentres dans une pièce et il n'y a plus de l'air à respirer, les minutes qui suivent, tu meurs. Donc, tout ce qui est vital, capital, important et durable ne se voit pas. Donc, ce n'est pas parce que tu dis que Dieu n'existe pas que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'un aveugle dit que le soleil n'existe pas que le soleil n'existe pas. Non, tu n'as jamais vu le vent. Tu n'as jamais vu l'air que tu respires. Tu n'as jamais vu ces choses-là, mais tu sens leur effet sur ton corps. Tu sens leur effet sur ton organe. Tu n'as jamais vu la chaleur, mais quand il fait chaud, tu sens. C'est la preuve que l'invisible existe. Et l'invisible, les choses invisibles dominent toujours le visible. Écoute, vas-y, mets Dieu au cœur de tout ce que tu fais. Et quand on dit mets Dieu au cœur de tout ce que tu fais, avant, pendant et après. Chaque jour, ta prière doit être Seigneur, guide-moi. Seigneur, conduis-moi. Dieu, conduis-moi dans chaque choix, dans chaque décision, dans chaque fréquentation, dans tout ce que je fais, conduis-moi. Des fois, tu vas faire des erreurs. Dieu permettra que tu fasses des erreurs, mais il va toujours changer ces erreurs en bien pour toi parce qu'il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est important de mettre Dieu au cœur de ce que tu fais et d'être fidèle dans les principes spirituels, notamment la dîme. Tu dois mettre tout le temps 10% de ton bénéfice de côté pour semer, soit dans une église, en fonction de ce que, là où Dieu t'envoie. Parce que Dieu dit, amenez à moi, amenez dans ma maison toute la dîme. La maison de Dieu, il y a plusieurs définitions de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est tout endroit, toute maison où Dieu est reconnu comme Seigneur et Sauveur. Donc, ça peut être dans une église, ça peut être dans la maison, dans une famille où ils reconnaissent Dieu comme Seigneur et Sauveur. Ça peut être dans la vie de quelqu'un qui reconnaît Dieu comme Seigneur et Sauveur. Donc, fais-le comme Dieu te guide, comme tu le sens, tu vois. Parce que la Bible dit, tout ce qui est fait sans conviction est péché. Donc, quand tu as la conviction de faire quelque chose, fais-le. Ne te limite pas, et ça c'est mon 9e conseil, ne te limite pas à ton pays. Tu vois, quand tu veux te lancer dans le business, ne te limite jamais à ton... Ne lance pas un produit que tu peux vendre uniquement dans ton pays, dans ta ville, dans ton quartier. Aujourd'hui, avec Internet, un business doit pouvoir s'exporter dans le monde entier. Et Internet aujourd'hui nous donne accès à plus de 4 milliards de potentiels clients, de prospects vraiment. Et ça serait une erreur, quasiment un péché de te limiter. Tu es plus grand que ça. Dieu t'a donné un potentiel illimité. Donc, tu dois pouvoir maximiser ça au maximum. Voilà, je me suis répété, mais c'est pas grave, toi. Donc, tu vois, pense au-delà de ton pays, pense sous-région, pense continent, pense monde entier. Tu vois, il y a des gens à l'autre bout du monde qui ont besoin de la solution que tu développes. Donc, trouve un moyen de digitaliser ton service, trouve un moyen de digitaliser ton produit. Même si tu vends un produit physique, à côté, tu peux proposer des services, à côté, tu peux proposer un certain nombre de choses où tu peux mettre en place de la logistique qui permet de pouvoir exporter ton talent, exporter ta compétence, exporter ton produit. Et ça m'amène au point suivant. Si on ne te valorise pas, écoute-moi, et ça c'est très important, si on ne valorise pas ton talent, quelque part, si on ne valorise pas ton talent quelque part, fais tes valises et exporte ton talent. Fais tes valises, monte dans le premier avion, le premier bus et exporte ton talent. Plein de personnes ont besoin de ce que Dieu a déposé en toi et attendent uniquement que le potentiel que Dieu a mis en toi, que tu laisses exploser, que tu maximises cela.
Arrête de pleurnicher que les gens ne t'aiment pas. D'autres personnes sont prêtes à célébrer Dieu pour la bonne personne, pour la merveilleuse personne que tu es. D'autres, plein de personnes attendent juste de célébrer Dieu pour le cadeau que tu es. Donc, ne perds pas ton temps à t'apitoyer sur ton sort. Ne perds pas ton temps à te plaindre. Ne perds pas ton temps à te morfondre. Si tu es quelque part, ou quand tu dis quelque chose, tu annonces quelque chose, tu annonces une bonne nouvelle. Si tu es quelque part ou quand tu entres, les gens ne te célèbrent pas et les gens te tolèrent au lieu de te célébrer, tu es au mauvais endroit. Dégage pas. Exporte ton talent. Si on ne valorise pas ton talent quelque part, exporte le talent. Ne perds pas ton temps. Autre conseil, évite trop vite de formaliser ton entreprise. Reste dans l'informel pendant un bon bout de temps jusqu'à trouver ce qu'on appelle en entrepreneur, en business, ce product market fit, jusqu'à trouver le bon marché qui correspond à ton produit, jusqu'à mettre en contact les bonnes personnes avec le bon produit. Quand tu arrives à trouver ce fit entre les bonnes personnes et le bon produit, tu as trouvé le product market fit. Là, tu peux te formaliser. Mais surtout dans nos pays africains, dès que tu te formalises, que tu es vendu ou pas, il y a des charges fiscales qui t'incombent. Que tu dois payer, que tu aies trouvé des clients ou que tu aies vendu ou pas, l'État te récupère de l'argent. Donc, si tu es malin, évite de te formaliser trop vite. Reste dans l'informel ou trouve quelqu'un qui va te coiffer. Tu vas travailler avec son registre commercial et tout. Mais reste dans l'informel, tu vois. Reste aussi longtemps que possible dans l'informel jusqu'à bâtir un business, jusqu'à trouver ton product market fit avant de te lancer. Il faut, quand tu es au début, ne cherche pas à avoir des investisseurs. Parce que les investisseurs, souvent, c'est de la merde. Les investisseurs, quand tu fais rentrer des investisseurs, quand tu fais rentrer des investisseurs, ton entreprise ne t'appartient plus. Ton entreprise n'est plus ta propriété. Et donc, tu ne peux plus avoir la latitude de prendre un certain nombre de décisions sans consulter les investisseurs. Et étant donné que nous sommes dans un contexte africain qui est beaucoup mystique, il y a des investisseurs qui peuvent venir et de par la mauvaise onde, la mauvaise aura, tu vois, qu'ils ont, ils peuvent plomber ton business, ils peuvent détruire ton business et le fait simple qu'ils soient présents parmi tes investisseurs fera en sorte que tu risques de tomber en faillite. Donc, ne te lance pas, n'ouvre pas ton capital très tôt à de nouveaux investisseurs. Assure-toi, oui, d'avoir les bonnes bases, d'accord, dans ton entreprise, d'avoir la clientèle, d'avoir un certain nombre de choses avant d'aller chercher des investisseurs. Sinon, tu vas trop vite te casser la figure. Et ça m'amène sur la notion de levée de fonds. Beaucoup de personnes, quand elles lancent dans le business, ils veulent tout de suite lever des fonds. Les banques ne sont pas bêtes. Les VC ne sont pas bêtes. Tu ne peux pas... Même les sociétés de capital risque, ils ne peuvent pas mettre de l'argent dans un business qui est au début, tu vois, qui n'a jamais été testé, rien n'a été expérimenté, non. La levée de fonds doit être considérée comme un superflu, tu vois, doit être considéré comme un superflu pour venir financer ta croissance, d'accord? Donc, ne cherche pas à lever des fonds au début, fais les choses avec les moyens que tu as et voilà. En termes de cofondateurs, il y a aussi des gens, quand ils se lancent, ils veulent tout de suite trouver un cofondateur, quelqu'un avec qui ils vont cofonder le business, développer. C'est bien. Mais mon expérience m'a montré qu'on ne cherche pas un cofondateur.
En fait, déjà, on ne choisit pas un cofondateur sur la base de son carnet d'adresse ou sa complémentarité en termes de compétences. Par exemple, si par exemple moi, je dois monter une entreprise de montage vidéo, je sais vendre. Donc, je n'irai pas chercher un cofondateur qui sait faire du montage vidéo, non. La relation entre cofondateurs, c'est comme la relation de couple. C'est comme la relation de couple. On ne choisit pas son conjoint ou sa conjointe en disant, bon, moi, je sais enlever les couches, toi, tu sais bien faire la vaisselle, donc on fera un bon couple. Non. Un cofondateur, c'est un partenaire de vie, c'est d'abord un partenaire émotionnel. C'est celui avec qui vous passez le plus de temps, même plus que votre famille, votre conjoint, votre conjointe. Vous passez plus de temps avec votre conjoint, votre conjointe qu'avec votre cofondateur. Donc, c'est un soutien inconditionnel. C'est celui-là qui peut donner sa poitrine pour toi. C'est celui-là. Alors, pour choisir un cofondateur, pose-toi la question. Celui que tu appelles ton cofondateur aujourd'hui, est-ce que tu peux lui filer toutes tes cartes, tes mots de passe, ton portefeuille, ta carte bancaire, tous tes mots de passe, tes codes et aller dormir tranquille? Si la réponse c'est oui, c'est qu'il est peut-être un bon cofondateur. Tu vois, le cofondateur n'est pas là, il n'a pas de compétences techniques, non. Il est là pour te soutenir, toi, émotionnellement et de façon inconditionnelle. C'est le gars que tu vas appeler la nuit quand tu as une galère à 3 heures. C'est un frère. Un cofondateur, c'est un frère. Tu vois, c'est un frère de sang. Tu l'appelles à 3 heures, écoute, j'ai tel problème. Viens, il ne te demande pas, mais c'est quoi? Oui, il ne te demande pas que tu lui expliques. Il saute dans sa voiture et il vient te voir, il règle le problème. Ça, c'est un cofondateur. Donc, on ne cherche pas un cofondateur, on le trouve en faisant les choses avec les gens. C'est en collaborant avec les gens, en travaillant avec plein de personnes que tu vas rencontrer parmi tout ce beau monde-là, des gens avec qui le fit va naturellement passer. Et naturellement, les choses vont se mettre en place et vous allez devenir cofondateur. On se fout que tu aies la meilleure idée au monde. Ce n'est pas le plus important. Les idées ne valent rien en matière de business. La seule chose qui est importante ici, c'est comment tu transformes ton idée de business en produit concret, viable, que les gens achètent. À partir de ce moment-là, rien n'est plus important. Tu vois, j'ai une idée. Il y a des gens, ils ont toujours des idées. Ouais, j'ai une idée. Quelqu'un même a lancé un concept de 800 idées par seconde. Des conneries comme ça. Les clients ne te payent pas, tes clients ne te payent pas pour avoir des idées. Tes clients te payent pour acheter des produits ou des services. Tes clients te payent pour ta capacité à transformer une idée en quelque chose de concret que les gens peuvent acheter. Pas du principe que 99% des conseils que les gens vont te donner sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, c'est faux. Les conseils que tu reçois sur l'entrepreneuriat, y compris les miens, pas du principe que tout est faux. La seule chose qui est vraie, ce sont tes expériences. Et pour ça, tu dois tester tout ce qui est possible jusqu'à trouver ce qui marche pour toi. Ça veut dire que tout ce que je te donne comme conseil dans cette vidéo, tu dois les tester un par un. Tu dois toutes les tester une par une jusqu'à trouver ce qui marche pour toi. Tu vas appliquer des choses qui ne vont pas marcher pour toi. Tu vas appliquer certains qui vont marcher pour toi et tu vas trouver ta voie. C'est comme ça que tu vas trouver ta voie. Ne signe pas de contrat CDI ou CDD à tes premiers employés. C'est une erreur. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans le business. Ils recrutent des employés et leur premier réflexe, c'est de signer des CDI, c'est de signer des contrats de garantie des salaires fixes. Non. Tes premiers employés, tu dois leur signer des contrats ou un contrat de prestation de service. Et tu les payes uniquement à la performance.
Contrat de prestation de service. Tous tes premiers employés doivent être des prestataires de service, même jusqu'à ton assistante, ton gardien, ta secrétaire, ton comptable, tout le monde doit être prestataire de service. Ça te donne la capacité de les virer facilement. Voilà, parce que quand tu as un contrat, quand tu leur fais un CD ou un CDD, ils ont un salaire fixe. Donc, ils foutent rien, même s'ils ne foutent rien, ils ont un salaire garanti. Si tu veux les renvoyer, tu vas te lancer dans des procédures judiciaires à n'en point fini. Donc, pour te protéger, fais-les des contrats de prestation de services et n'hésite pas à les virer quand il le faut. Quand tes intérêts sont en danger, vire-les. Parce que tes employés ne sont pas dans ton entreprise parce qu'ils t'aiment. Non, ils sont là parce que pour le moment, tu es leur meilleure option. Le jour où ils vont trouver une meilleure option, ils n'auront pas froid pour partir, quitte même à partir avec tes clients. Et je te dis la vérité. Aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, mets-toi beaucoup en avant dans ton business. Les gens préfèrent aujourd'hui dealer vraiment avec un vrai être humain plutôt qu'une personne morale. Tu vois, c'est pour ça que je n'aime pas trop quand les gens disent, ouais, je vais créer une page pour mon entreprise. Quand tu es entrepreneur, mets-toi en avant. Mets-toi vraiment en avant pour ton business, de telle sorte que les gens puissent t'identifier à ta boîte. Tu vois, ça permet d'humaniser ta marque. C'est très, mets-toi en avant dans tes contenus. Voilà, aujourd'hui, tout le monde sait à qui Facebook appartient. Tu vois, tout le monde sait à qui Alibaba appartient. Tout le monde sait quoi encore. Voilà, il y a plein d'exemples que je peux te donner. N'oublie pas les 2 clés pour fidéliser tes clients. Il y a 2 clés, il n'y a pas 3. Il n'y a que 2 clés pour convertir plus de clients et les fidéliser. Les 2 choses, c'est la bienveillance et l'empathie. Quand tu es quelqu'un de bienveillant et d'empathique, tu vas toujours convertir des clients et tu vas facilement les fidéliser, tu vois. 3 derniers conseils. Fais l'amour régulièrement. Fais l'amour régulièrement. C'est quelque chose qui déstresse. C'est quelque chose qui détend les nerfs, qui fait du bien à l'organisme. Si tu es marié, fais l'amour régulièrement. 4 fois par semaine en moyenne. Tu vois, je ne vais pas dire au moins, mais 4 fois par semaine en moyenne. Fais l'amour régulièrement. Mange bien. Mange équilibré. Tu vois, ne mange pas des oreilles. Voilà. Mange bien, mange équilibré. Tu vois, ne mange pas mal. Quand tu trouves de l'argent, vraiment, l'une des choses dans lesquelles ton argent doit aller, c'est de la bouffe. C'est de la bonne bouffe. Mange régulièrement. Mange bien. Fais attention aux signaux que ton corps t'envoie. Si tu sens la fatigue, laisse tout tomber, repose-toi. Si tu sens les maux de tête, ne prends rien à la légère. Tu vois, fais attention aux signaux que ton corps t'envoie. Quand tu sens des petits signaux, ne les prends pas à la légère. Va te faire consulter, prends des médicaments, fais de la marche, fais du sport, mange bien, ça va te faire énormément de bien. Fais un bilan de santé chaque 3 ou chaque 6 mois, ça va te faire du bien. Et dernière chose que j'ai compris quand même assez tôt, c'est l'importance du réseautage. Tu ne peux pas aujourd'hui être entrepreneur sans faire du réseautage. Faire du réseautage, je vais te donner 2 manières de faire du réseautage quand tu es entrepreneur. Participe à des événements avec d'autres entrepreneurs. Participe à des événements avec d'autres entrepreneurs ou avec d'autres personnes qui constituent ta cible. Donc, va à des événements où se trouve ta cible, notamment des événements payants. Donc, quand tu participes à des événements payants, tu vas rencontrer quand même des gens d'un certain niveau, d'une certaine qualité. Deuxièmement, intègre les clubs services. Le Lions Club, le Rotary, la Jeune Chambre Internationale, le Toastmaster, etc. Ces clubs vont te faire du bien. J'ai au total 58 conseils
à te donner. J'ai appris énormément dans l'entrepreneuriat et je ne peux pas partager tous les 58 dans une vidéo. Je suis en train de rédiger un livre qui va sortir bientôt, qui va s'appeler Entrepreneuriat, ce que j'aurais dû savoir avant de commencer. Tu vois, ça fait partie d'une grande collection qui est le guide pratique et stratégique de l'entrepreneur. Bientôt, ça va sortir d'ici le mois d'octobre 2024 et je t'en parlerai sur cette chaîne. En attendant, porte-toi bien, mets-moi un like, partage la vidéo autour de toi s'il te plaît, mets-moi un commentaire si tu as des questions. Mais vraiment, je veux que tu likes fort cette vidéo. Ça permet de mieux référencer la vidéo. Enregistre-la aussi pour plus tard parce que tu en auras besoin.